Alors, bienvenue à la Maison de la Méditation et dans Réseau. Donc, Réseau, alors déjà, c'est compliqué à dire, parce que Réseau, c'est à la fois une école, à la fois une communauté de méditants qui œuvrent à rendre ce monde un peu plus humain. Donc, et c'est à la fois le souci d'ouvrir un rapport honnête à la spiritualité à partir de la méditation. Et ce dont je vais vous parler, qui est un peu un des fils de tout cet enseignement spirituel qu'on essaye ici de reprendre, de vivifier, d'éclairer et de libérer de beaucoup de mésententes ou de corruption, ça va porter sur qui suis-je. C'est pas mal comme sujet, non? Qui suis-je? Alors, peut-être le point de départ de la spiritualité en général, et disons, peut-être il faut tout de suite que je dise le lien, parce que là j'étais un peu rapide. Ici, ce qu'on fait, c'est qu'on pratique la méditation. Mais la méditation qui nous intéresse, ce n'est pas la méditation dont vous entendez parler le plus souvent, qui est une technique de gestion du stress pour essayer de se calmer et devenir un robot. C'est la clé d'un chemin spirituel. C'est comme ça que ça a été pratiqué pendant des siècles, et on essaye d'être fidèle à cette tradition, que la méditation nous aide à être plus humains, et pas à participer à la déshumanisation générale, puisqu'au fond, aujourd'hui, la méditation, c'est un peu la déshumanisation. Là, je parlais hier à quelqu'un qui travaillait dans une grande entreprise et qui m'interrogeait sur le burn-out. Elle me disait, à la fin de la conversation, après m'avoir raconté toute la souffrance, tout le manque de reconnaissance, toute la violence de travailler dans un flex-office, tout le fait que les directions ne disent plus jamais la vérité, et que c'est ça qui pose le plus problème. Elle me disait, il y a des cours de méditation dans notre entreprise pour nous calmer. Je dis, parce que ma conviction, c'est que dans une entreprise, on n'a pas besoin d'apprendre la méditation et d'être calmé. On a besoin de travailler dans un environnement où il y a la possibilité de travailler, d'accomplir, que notre travail soit reconnu, qu'on ne soit pas instrumentalisé et déshumanisé. Donc voilà, pour que vous compreniez le lien entre la méditation et la spiritualité. Alors la spiritualité, il y a plein d'axes pour l'apprendre. Et là, j'ouvre une année où je vais explorer, une fois par mois, dans une soirée ouverte comme celle-ci, un aspect, un regard sur la quintessence de ce que c'est la spiritualité. Et un des aspects, c'est d'advenir à soi-même et de se libérer de ce qui nous empêche d'être nous-mêmes. Parce que c'est un double mouvement. C'est-à-dire comment je peux devenir qui je suis, comment je peux me rencontrer, me retrouver. Donc se retrouver, c'est je me retrouve. Je retrouve ce qui m'habite vraiment. Je retrouve mon vrai désir. Je retrouve ce qui m'anime, ce qui me libère, Et en même temps, qu'est-ce qui m'empêche d'exister? Qu'est-ce qui m'empêche d'être? Qu'est-ce qui m'empêche de me manifester? Qu'est-ce qui me bloque, qui m'écrase, qui me décourage? Donc voilà, c'est ça la question. Par rapport à cette question, en général, dans notre société, on ne parle pas de spiritualité. On parle, je ne sais pas ce que vous en pensez, j'ai l'impression que les deux discours, c'est le discours social et le discours psychologique. Non? Je crois que c'est ça. Vous voyez quelque chose d'autre? Je crois que c'est surtout ça. Le discours social, ce qui nous empêche d'être nous-mêmes, c'est le gouvernement, mais ça peut être plein d'autres choses. Donc, c'est pas du tout que le discours social est faux. Pas du tout. C'est sûr que nous sommes empêchés d'être nous-mêmes par certaines conditions sociales qui sont écrasantes.
c'est un discours qui a son sens dans un cadre donné. Peut-être que ce cadre est un peu exagéré aujourd'hui, mais dans un cadre donné, c'est une analyse juste. Le deuxième proposition, c'est la proposition psychologique. La proposition psychologique, si vous n'êtes pas vraiment vous-même, si vous êtes empêché d'être vous-même, on va comprendre les causes psychologiques de votre enfermement. Moi, je me dis, est-ce que je mets les pieds dans le plat tout de suite ou pas? En plus, vous ne pouvez plus vraiment sortir, vous êtes coincé, là. Est-ce que j'ose le dire? Et là, moi, ma conviction profonde, ce que j'essaye un peu de militer, c'est que c'est une terrible erreur. Ma conviction, c'est que la psychologisation de notre monde et croire que la psychologie nous aide à advenir à nous-mêmes est une très profonde erreur. Mais vous pouvez ne pas être d'accord et penser que dans un cadre donné, il y a le discours social, sociologique et social qui est, comme je l'ai dit, indiscutable, il y a une part de nos souffrances, et vous pouvez penser que le discours psychologique peut avoir un certain sens, et la spiritualité pense que ces deux discours sont très insuffisants et ne permettent pas de comprendre pourquoi nous sommes empêchés d'être. Voilà, le discours spirituel, dans toutes les traditions, et hors des grandes traditions, parce que la spiritualité n'est pas la même chose que dans les religions, et je préciserai, peut-être je précise tout de suite pour que ce soit clair, la spiritualité, c'est ce qui ouvre les êtres humains à la profondeur de leur vie, de la réalité et de l'existence. Au sein de toutes les religions, il y a eu une dimension spirituelle, mais la plupart du temps, les religions ont empêché la spiritualité en devenant dogmatisme, fermeture, énonçant des vérités, tandis que dans la spiritualité, on n'énonce pas des vérités, on part à l'aventure d'une expérience qu'on est invité à faire. Et la spiritualité existe aussi hors absolument du cadre religieux. Dans la philosophie grecque, elle est entièrement une vision spirituelle, mais on trouve plein d'auteurs. Par exemple, moi, un des auteurs qui m'inspire le plus, c'est le poète Rainer Maria Rilke, qui est absolument hors de tout cadre religieux et qui est une des plus belles figures spirituelles qui soit. Mais il y en a plein d'autres. Beaucoup des grands écrivains du XXe siècle, Kafka, Dostoïevski, ont, hors de tout cadre religieux, en critiquant le cadre religieux, essayé de témoigner d'une parole spirituelle. Donc, il y a le discours social, pourquoi on est empêché d'être, et qu'est-ce qui ferait, si les conditions idéales, qu'on puisse être nous-mêmes. Il y a le discours psychologique, qui, pour moi, est extrêmement problématique, très problématique, parce que dans un cadre thérapeutique entre deux personnes, ça peut avoir un sens que quelque chose comme le rapport psychologique puisse aider. Vous avez un problème, quelqu'un parle avec vous, et dans la parole, la personne vous reconnaît, formule quelque chose, vous autorise à formuler des choses que vous sentez, que vous n'osiez pas vous dire, et donc il y a dans le dialogue quelque chose. Mais c'est la rencontre qui aide, c'est pas la psychologie. La psychologie, c'est un ensemble de croyances, par exemple qu'on est déterminé par notre passé, qu'on aurait des névroses, que tous les croyances psychologiques, on pourrait les prendre une à une et montrer qu'elles ne sont pas aussi solides qu'on le croit. Donc ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais si vous avez des questions, on pourrait aller en prendre quelques-unes. En tout cas, ce qui est important, c'est de voir que le discours spirituel, la proposition spirituelle au sein de toutes les voies spirituelles, c'est que ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'on se méprend sur qui nous sommes et que justement, nous sommes piégés par le discours psychologique qui nous piège. Ça nous piège parce que on croit que notre problème, c'est parce que on est timide, on croit qu'on a un problème parce qu'on est angoissé, on croit qu'on a un problème parce que
on n'a pas été aimé, on croit qu'on a... Et la spiritualité dit, mais non, c'est pas ça qui fait que vous n'advenez pas à la plénitude de votre vie. Il y a des gens qui sont timides et ça les empêche de vivre, et il y a des gens qui sont timides et qui rentrent dans une ouverture d'âme et de cœur extrêmement profonde. Il y a des gens qui ont beaucoup souffert et qui ont entré dans l'amour et la profondeur de la vie, et d'autres qui ont une vie absolument merveilleuse et qui sont complètement fermés et égocentriques. Donc on croire que c'est ça qui fait qu'on advient soi-même est une illusion extrêmement profonde. Nous vivons aliénés et étrangers à l'énigme de notre propre existence. Alors je vais vous lire une phrase que je lis souvent, qui est une des phrases que je trouve les plus belles pour parler de ça. Et vous voyez, c'est une phrase d'un poète qui s'appelle Mallarmé. Donc c'est pas une figure entre guillemets spirituelle, mais ma conviction c'est que c'est pas ceux qui disent qu'ils sont spirituels qui parlent le mieux de spiritualité. Tout homme a un secret en lui. Beaucoup meurent sans l'avoir trouvé et ne le trouveront pas, parce que mort, il n'existera plus ni eux. Ah, j'adore, moi, ça c'est vraiment, je dois dire, là, voilà, là, enfin, quelqu'un, c'est pas sirupeux, moi j'aime pas du tout, parce que dès qu'on parle de spiritualité, en général, c'est sirupeux. Hier, je rencontrais quelqu'un de très sympathique, que j'aime beaucoup, alors il parle d'amour et tout, mais c'est tout à fait sincère. Puis à un moment, il me dit ce qu'il écoute, et il me passe des vidéos, et alors là, c'était vraiment tellement du show-off, sirupeux, nous sommes tous des êtres dans l'amour, connectons-nous, tout va aller bien. Moi, alors plus ça, comme ça, moi, je sais pas comment c'est pour vous, mais moi, j'étouffe. Ça me semble écœurant. C'est comme, je sais pas, c'est comme si vous aviez un lait d'amande à l'eau de rose, puis un peu au miel et avec de la fleur d'oranger. Non, pitié. Donc c'est un peu ça, en général, la spiritualité, je sais pas, mais vous écoutez partout, c'est... Alors là, Mallarmé, c'est pas du tout comme ça. Là, tout homme a un secret en lui, beaucoup meurent sans l'avoir trouvé et ne le trouveront pas parce que mort, il n'existera plus, ni eux. Là, si j'osais dire une phrase comme ça en public, les gens me diraient « Oh là là, mais il est méchant, c'est sévère, c'est pas ça la spiritualité, il n'est pas dans l'ouverture et dans l'amour, là. Ouais, » Bon, je ne sais pas du reste si vous avez remarqué, mais toutes les grandes figures spirituelles, ils sont dans l'amour, mais en même temps, c'est pas sucré leur truc. Ça réveille, c'est schlack. Et en fait, la phrase, elle est très profonde. Moi, j'invite à essayer de la méditer. Tout homme a un secret en lui. Je crois que pour entendre cette phrase, il ne faut pas essayer de la comprendre avec la tête. Il faut essayer de sentir. Est-ce que vous sentez ou pas qu'il y a un secret en vous ? Au fond, c'est ça. Est-ce que vous sentez qu'il y a un secret en vous ? Et au fond, ça, la psychologie, elle ne peut rien pour vous. Là, aucun psychologue ne peut vous aider à être à l'écoute du secret qui est en vous. Non, là... Encore une fois, ça peut être utile dans un cabinet de parler de papa, maman, tout ça. Ou comme dit Deleuze, papa, maman, la bonne et moi. Et il y a beaucoup d'humour, Deleuze. Et je pense vraiment que ça peut avoir un sens, mais pas pour trouver le secret en soi. Le secret en soi, ça, c'est une question spirituelle. Ça, c'est une question qui vient d'un tout autre domaine que ça. Et c'est très... Les gens me disent maintenant, mais pourquoi tu es obsédé de parler de la psychologie tout le temps ? Bon, j'ai des marottes, hein. Il y a des moments, c'est des choses différentes. Mais en fait, pourquoi je deviens un peu... Parce que dans notre monde, on entend cette question, il y a un secret en soi, que psychologiquement. C'est-à-dire vraiment pourquoi je suis aussi, j'insiste autant depuis quelques mois, c'est parce que ça me frappe que c'est pas audible. C'est qu'on ne peut pas entendre. Il y a un secret en soi. Tout de suite, on dit, ah oui, on ne comprend pas au sens de Mallarmé, et je crois que c'est très étrange, et que c'est très unique dans l'histoire de l'humanité, la psychologisation. Je crois que c'est très impressionnant que nous vivons dans cet horizon-là. C'est-à-dire, quelqu'un, comme la dame hier,
elle a un burn-out, au lieu de voir quelle était la violence sociale dont elle est la victime, comment elle est coupée d'elle-même, comment elle ne sait plus s'écouter, qu'est-ce qu'elle a désappris, tout de suite, elle se sent coupable et elle pense qu'elle n'a pas bien fait. Voilà, c'est ça la psychologisation. Et donc si, par malheur, elle allait voir un psychologue, elle allait lui dire « Ah oui, vous avez un burn-out parce que vous manquez d'estime de vous-même », alors là, vous voyez, c'est la catastrophe totale, parce que c'est la culpabilisation au carré. Donc, ce qui est important, c'est d'abord de la déculpabiliser et de lui montrer qu'elle fait un burn-out pas parce qu'elle a un problème psychologique, mais parce qu'elle veut trop bien faire, parce qu'elle a très bien intégré la violence que nous subissons. Donc c'est ça, tout homme a un secret en lui, et la plupart des gens n'ont aucun rapport à ça, passent leur vie sans interroger ce secret. Et au fond, la spiritualité, c'est on sent qu'il y a un secret en nous, et on sera plus jamais tranquille. Voilà, c'est ça. Donc je suis désolé, parce que les gens pensent que la spiritualité, c'est être tranquille. S'il y en a qui venaient ici, parce que je leur donne la pilule ou le truc pour être paisible tout le temps, je crois que c'est pas ça. Je crois que la spiritualité, c'est une forme d'inquiétude constante. Il y a un secret en moi, et ça va plus me lâcher. Je sens qu'il y a quelque chose à faire. Je suis pris par ce que le poète Pavessé appelait le métier de vivre. C'est ça, le métier de vivre. Et je crois que c'est ça la spiritualité, c'est que vivre, c'est un métier qui nous engage dans toute notre vie, et nous ne pourrons jamais en être quittes. Alors, quand je vous dis « personne ne sera tranquille », vous vous dites « c'est une mauvaise nouvelle ». Mais c'est une très bonne nouvelle, parce que la réalité, c'est que nous tous, on est intranquilles. Donc là, on dit « ah, je ne suis pas anormal ». C'est normal que je sois intranquille. Je suis intranquille. Et je suis intranquille, vous voyez, non pas parce que j'ai un problème psychologique, mais je suis intranquille parce que je suis un être humain qui est interrogé par le fait d'avoir à vivre, par le fait d'avoir à prendre des décisions, par savoir, mais qu'est-ce que je dois faire ? Et qu'est-ce que je dois faire ? Vous voyez, dans notre monde, qu'est-ce que je dois faire ? C'est uniquement pris d'un point de vue, qu'est-ce que je dois faire pour que ce soit efficace, pour que ce soit rentable, pour que ça marche. Et là, c'est qu'est-ce que je dois faire pour être fidèle à ce secret qui m'habite. Ça veut dire qu'être soi, c'est pas ouvrir, voilà, j'ouvre ma poche, et qu'est-ce qu'il y a au fond de moi ? Je vais faire une séance de méditation, ah, ça y est, j'ai trouvé, voilà ce que je suis. C'est pas comme ça. Ce que je suis n'est pas une sorte de carte fixe que je peux sortir, mais c'est une énigme. Vous voyez, c'est pourquoi la phrase est très très profonde. Donc, là aussi, c'est pourquoi la psychologie, c'est la catastrophe, parce que ça définit les gens. Alors, vous êtes comme ceci, et vous êtes comme cela. J'avais rencontré, il y a très très longtemps, quelqu'un qui était psychologue, qui m'a dit « Mais t'es pas un peu angoissé ?» Je me souviens, sur le coup, ah oui, merde. Et là, je sentais qu'il fallait absolument que j'aille voir cette femme en thérapie, parce que je me sentais tellement, là, juste par le ton et l'autorité qu'elle avait. Et là, heureusement, je ne l'ai pas fait. Je fais une parenthèse, parce que je ne veux vraiment pas que tout le monde pense que je suis... Les grands thérapeutes aujourd'hui sont tous non psychologiques. Je n'ai pas le temps d'expliquer, mais les grandes thérapies aujourd'hui, tout ce qui travaille sur le trauma, l'hypnose, l'autonomie, les approches les plus intéressantes aujourd'hui qui aident les gens qui souffrent sortent complètement du cadre psychologique. En tout cas, aujourd'hui, il y a quand même un renouveau complètement extraordinaire d'approches thérapeutiques qui renouvelle complètement la conception qu'on avait. Donc tout ça pour dire que si on va mal, à un moment, de voir un thérapeute, ça peut avoir un sens, mais encore une fois, dans ce cadre-là. Donc, comment aller retrouver ce
ce secret qui est en amont de ce que je peux connaître, en amont de ma conscience, en amont de ce que les gens peuvent dire de moi. Et c'est ça. Et là, je pense que ça, c'est... Une fois que j'ai compris ça, moi, j'ai été libéré. Parce qu'au fond, dans notre vie, quand on est enfant, vos parents disent « Ah, mais depuis que t'es né, t'es tout le temps comme ça. » Bon, je sais pas, peut-être vous, c'était pas comme ça, mais moi, c'était... Plus moi, comme j'étais hypersensible, je vous raconte pas la catastrophe avec mes parents, donc j'étais... voilà... Mais depuis que t'es né, on croirait que t'es sur une scène de théâtre. Parce que, et comme je suis hypersensible, tout est un peu intense pour moi, donc mes parents... Donc et alors après, vous savez 60 ans, et vos parents disent « Ah, mais t'as toujours été comme ça depuis que t'as 4 ans. » Donc, il y a ça, puis après, il y a la société, etc. Et donc, on est toujours identifié à quelque chose. Les gens disent « Mais voilà ce que tu es. » Et moi, ce que je trouve extraordinaire dans l'aventure spirituelle, c'est qu'on se dit, ben non, c'est vrai et c'est pas vrai. C'est-à-dire, je suis timide et je suis pas timide. D'un côté, c'est vrai et de l'autre, c'est absolument faux. Toutes les déterminations qu'on pose sur nous et qui nous enferment et ne nous libèrent pas. Et ça peut avoir un sens dans un contexte, mais dans un cadre tout à fait relatif, dès que c'est exagéré, dès que ça devient une détermination, dès que ça devient une identité, c'est le cauchemar. En fait, c'est ça. Bien sûr, on peut dire je suis timide, mais à l'instant où je m'identifie et ça devient mon identité, je suis empoisonné. Donc désempoisonnez-vous, comprenez qui on est, c'est un secret. Donc il n'y a pas de réponse de l'extérieur qui vont nous dire qui on est, il faut se tourner vers le secret. C'est très libérateur, provocateur, surprenant, parce qu'on nous a appris le contraire. On nous a appris non seulement à nous identifier, mais on nous a appris à ne pas être soi pour être aimé. Au fond, notre histoire, notre monde, c'est si tu veux être aimé, il faut surtout que tu ne sois pas toi-même. Je reparle de la dame qui m'a interviewé hier sur le burn-out, qui s'est dit vraiment frappant. Elle m'expliquait très bien comment, à cause de la pression de son travail et tout, elle avait vraiment intégré le fait que ce qu'elle était, ça ne va pas. C'était, parce que elle m'a interrogé, mais je l'ai beaucoup interrogé sur son expérience, elle avait complètement intégré qu'elle était nulle, que c'était de sa faute. Et donc il fallait qu'elle fasse de plus en plus d'efforts jusqu'à ne plus se respecter, jusqu'à ne plus dormir, parce qu'elle se sentait nulle. Donc tant qu'on se sent nul et qu'on a besoin de l'approbation des autres, qu'on est pris par cette pression, ben, on ne peut pas entrer en rapport à l'énigme d'être soi. Donc ça, c'est une très profonde souffrance. Et deuxièmement, on n'a pas le droit d'être soi, ce qu'on nous a appris. Se donner le droit d'être soi et de partir dans cette aventure qui est une des plus belles aventures de l'existence, qui est d'être à l'écoute du secret qui nous habite dans notre monde. Non seulement c'est pas entendu, mais quand c'est entendu, c'est considéré comme une forme d'égocentrisme. C'est égocentrique. Et dans notre monde, on confond tout. On confond l'individualisme et le fait de poser cette question. Ah ouais, j'ai envie de me rencontrer. Ah ouais, non, mais pour qui tu te prends? Il faut au contraire se sacrifier pour les autres. Donc là, ça bloque énormément le cheminement. C'est un vrai problème, parce qu'en réalité, être à l'écoute du secret, c'est pouvoir s'accomplir et pouvoir libérer le monde et d'être une force de paix dans le monde. Alors qu'en se sacrifiant, ben, on ne peut rien faire. On se prive de toute force, de toute... Et puis, le troisième problème, on croit que ça va nous limiter. Alors ça, c'est aussi un truc tout à fait étrange. Les gens croient souvent que s'ils découvrent qu'ils ont un secret, ils ne peuvent pas tout être. Et là, il y a aussi un truc un peu étrange. Que se rencontrer qu'il y a quelque chose qui nous habite, c'est pas tout. Et pour beaucoup de gens, ça, c'est insupportable. Les gens veulent croire qu'ils peuvent être tous tout, qu'ils sont libres de faire
tout ce qu'ils veulent. Vous savez, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Les 5 portes » où je montre comment, dans la spiritualité, une des manières d'entrer dans l'énigme de soi-même, c'est découvrir quelle est la porte qui nous ouvre à la dimension la plus vaste. Est-ce que c'est le désir d'être en paix, la porte blanche, le désir d'être en relation, la porte rouge, le désir de voir clair, la porte bleue, le désir de faire, d'agir, de s'accomplir. Et c'est en faisant qu'on a l'impression de comprendre et d'être vivant, la porte verte, et le désir de complétude et que tout soit porté à sa plénitude, la porte jaune. Et chaque fois que je fais une conférence sur ça, j'essaie de montrer, voilà, quelle est votre porte. C'est important de découvrir quelle est notre porte, de rencontrer quelque chose. C'est une manière d'entrer dans le secret, ça, parce que c'est très ouvert. C'est pas une identité fixe, c'est rencontrer son désir. Donc quand c'est le désir, c'est ouvert. Les gens disent « Ah non, mais moi, je veux pouvoir être toutes les portes. » Et j'ai dit non. Et les gens sont souvent très fâchés. Mais quand on voit un nouveau-né, il a déjà une personnalité. C'est déjà quelqu'un qui n'est pas interchangeable. Donc on est avec on est en ayant un secret. Dès qu'on est, on a un secret. Et il faut le retrouver. Et le trouver, encore une fois, c'est pas dire « ça y est, j'ai trouvé mon secret ». C'est j'approche, je reformule. Et toute la vie, on est dans l'étonnement et l'émerveillement d'approcher notre secret. Et quatrième problème, personne ne sait trop comment faire pour rencontrer son secret, parce que la seule chose qu'on a comme idée, c'est qu'il faudrait qu'il y ait une carte, et on fait ça en première étape, ça en deuxième étape, ça en troisième étape. Et on a du mal à comprendre que ça ne marche pas comme ça, et qu'être soi, c'est pas trouver une identité, c'est pas se figer, c'est pas se fixer, c'est réouvrir la vie. Il y a une histoire qui est très connue, que vous connaissez sans doute, mais c'est toujours agréable de la réécouter. Alors, c'est une histoire qui existe dans la tradition juive, yiddish, mais elle existe aussi, la même histoire, dans la tradition soufie. Donc là, je vous raconte la version juive, mais ça revient au même, c'est tout à fait étrange, on ne sait pas du tout. Enfin, c'est des histoires qui ont circulé et que chacun s'est approprié. Alors, je vous raconte celle dans la version de Martin Buber. Elle est très très connue, vous allez voir. Un homme, Essik ben Yekel, c'était son nom, il habitait Cracovie, il rêva un jour que sous le pont à Prague se cachait un trésor. Comme le rêve se répéta 3 fois, il décida que c'était un signe et il se mit en chemin. Sa femme n'était pas très contente, mais il insista, parce que c'est un long chemin. Il se rendit à Prague, il a mis un peu de temps à trouver le pont, et il trouva le pont. Il demanda comment il allait s'y prendre, puisque dans la journée, il ne pouvait pas se mettre à chercher au milieu des passants et creuser pour trouver le trésor sous le pont, parce que c'est quand même, imaginez, c'est comme si vous êtes sous le pont des Arts, comment vous allez creuser? C'est quand même... La nuit, il commence ses recherches, et du haut du pont, il y a un soldat qui arrive et qui lui dit « Mais que fais-tu là ?» L'homme estima qu'il valait mieux dévoiler son projet afin que le soldat lui vienne en aide, et puis s'il trouve le trésor, il partagerait, il serait quand même content. Et lui confia son histoire. « Voilà, j'ai rêvé. »« Tu es fou !» s'exclama le soldat. « Pour un rêve, tu as fait tout ce chemin ? Imagine, si moi aussi j'écoutais mes rêves. Je serais maintenant en train de creuser derrière le fourneau d'un juif de Cracovie qui s'appelle Essik ben Yekel. Tu me vois me perdre dans une ville où la moitié des juifs en plus s'appellent tous Essik ben Yekel. » En entendant son nom et le nom de sa ville, l'homme, avec un large sourire, remercia le soldat et retourna chez lui. Il creusa derrière le fourneau, il trouva un immense trésor. Ça, c'est une belle manière de parler de comment on trouve le secret. Qu'est-ce qui vous frappe dans cette histoire ?
Comment? Son ouverture aux soldats. Son ouverture aux soldats, oui. Oui, il était sympa avec le soldat. Mais moi, je pense qu'il n'avait pas le choix, parce que sinon, il n'avait pas envie de se faire descendre par le soldat. Il a fallu qu'il croie que le secret est ailleurs pour le trouver chez lui. Il croit que, je répète pour que tout le monde entende, il faut qu'il croie que le secret est ailleurs pour voir qu'il est chez lui. Ça, c'est bien. Oui? On comprend pourquoi la femme a préféré rester à la cuisine. Ça, c'est très bien vu. Moi, je pense qu'une des leçons, évidemment, la première leçon, vous avez raison, c'est on cherche le trésor ailleurs et il est chez soi. Mais on pourrait comprendre aussi l'histoire que le trésor est en nous, mais il faut faire de longs détours pour l'entendre nommer par la parole d'un autre. Et je crois que c'est ça le secret de cette histoire. Que je dois avouer, pas dans longtemps, elle me plaisait juste dans l'idée, on va très loin pour découvrir que c'est là, que je trouve déjà très beau. Voilà. On fait un séminaire de méditation, et en fait, donc on va... le prochain stage, il a lieu où? Proche de Clermont-Ferrand. Donc on va à côté de Clermont-Ferrand, il y a un stage 1 de méditation. Donc on va loin, et en méditant, on se rencontre. Donc on a été loin pour rencontrer au fond son secret et être en paix avec soi. Donc c'est ça un peu l'histoire. Mais maintenant, je comprends que c'est pas ça l'histoire. L'histoire, c'est on va près de Clermont-Ferrand, on s'assoit, on pratique, on se rend compte parce que quelqu'un nous a parlé. Parce que c'est pas juste qu'on a médité, c'est que quelqu'un s'est adressé à nous et nous a autorisé, rappelé quelque chose, éveillé quelque chose. Et je crois que c'est très important. Je crois que c'est la clé de ce que c'est comment on se rencontre et la clé du sens spirituel. Quelqu'un, il y a une rencontre, il y a une parole, et c'est quand même... ce que l'histoire montre aussi, c'est ce qu'on découvre, c'est que la part centrale de notre être, le noyau de notre être, notre personnalité, n'est pas corrompue par la société ou l'éducation. C'est pour ça que je crois que c'est ça l'expérience spirituelle. Je crois que c'est ça l'expérience de la méditation. Si là, je devais dire en 2 mots qu'est-ce que j'ai appris en faisant toutes ces retraites de méditation, eh bien, je crois que c'est ça. Il y a un noyau en moi que je perds tout le temps, mais qui, lui, n'est pas atteint, corrompu par rien. Et c'est ça qui crée un soulagement très profond. Et le problème dans notre monde, c'est qu'on ne veut pas le voir, et que ceux qui en parlent, en général, en font une nouvelle idole. Alors voilà, il y a un trésor en vous, et donc on nie tous les problèmes qu'on peut vivre au quotidien, ce qui est... Donc ce qu'on est, c'est pas quelque chose qui est en nous, c'est quelque chose qui est au-devant de moi et que je vais partir chercher. Donc, se rencontrer, ouvrir le trésor, être soi-même, ça a à voir avec non pas un enfermement, si vous voulez, pour redire ce que j'ai dit autrement, mais avec un mouvement d'ouverture. C'est je réussis à m'ouvrir, à sortir de la peur, à m'ouvrir à ce qui est. C'est... Cette expérience de l'ouvert, elle est vraiment centrale. On en parle beaucoup dans la poésie moderne, chez Rilke par exemple, c'est vraiment très central. Dans le bouddhisme, on parle beaucoup de l'ouvert, c'est aussi tout à fait décisif, mais souvent on en parle comme le terme de vacuité. Dans Réseau, dans l'école, on est un peu, de temps en temps, on essaye d'interroger ce mot de vacuité, qui est un peu, et en partie, un des enseignants de l'école, qui est un extraordinaire sanskritiste, Alexis, propose souvent
de comprendre, plutôt que vacuité, qu'il y a une détermination un peu, de parler de vacances. Il y a de la vacance, c'est les vacances, c'est ouvert. Au fond, le rapport à soi doit être un rapport de vacances, un rapport de vacuité. Vous voyez, les gens disent, voilà, mais qu'est-ce que j'ai... Je ne suis pas sûr que le terme n'est pas oblitéré, ce que voulaient dire les textes du Bouddha. Parce que là, si je dis, votre être est vacuité, c'est un peu... Mais si votre être est plein de vacances, et qu'au fond, c'est ça qui importe. On rencontre son secret, et c'est les vacances. Et on est en vacances, et c'est la vacance. Parce que on est défigé, au fond. Il y a un défigement. Donc, je pense que il a tout à fait raison, Alexis. Alors, je vous avais dit, se rencontrer, c'est s'ouvrir à ce secret, apprendre à trouver sa place, à trouver son désir, à se déployer, et c'est sortir de ce qui nous enferme. Et dans le bouddhisme, il y a toute une réflexion sur ce qui nous fige, qui est appelé dukkha. Alors, vous connaissez, parce que ça a été traduit, c'est très bizarre, les gens traduisent des trucs très bizarrement, ils ont traduit ça par souffrance. Donc vous avez entendu dire, peut-être le bouddhisme, tout est souffrance. Vous avez peut-être entendu ça, non? Alors, évidemment, ça n'a aucun sens, parce que vous imaginez, tout est souffrance, il ne faut quand même pas exagérer. Non, c'est pas du tout ce que veut dire le Bouddha. C'est vraiment parce que une fois quelqu'un a dit, tout le monde répète la même chose. Donc, tout le monde dit tout est souffrance, tout est souffrance. Tout le monde a l'air très content de dire oui, oui, j'ai compris le bouddhisme, tout est souffrance. Et puis tout est vacuité. Non, c'est pas. Alors, là, à nouveau, Alexis qui fait vraiment un travail. Donc, je reprends beaucoup de ce qu'il pointe, souligne très justement. Essayons de revenir là à l'expérience pointée. Le mot, c'est dukkha. Dou, c'est mal. Ça va mal, ça va de travers. Ka, c'est l'ouverture. Et ça vient de kanati, je creuse. Je creuse, parce que quand on creuse, on ouvre un espace. Et on emploie d'habitude ka dans le langage courant. C'est très important. Quand on veut comprendre un texte du Bouddha, mais c'est pareil, quand on veut comprendre un texte de Platon, ici dans Raison, on travaille beaucoup les textes de Platon, c'est depuis quelque temps, c'est bien de voir comment les Grecs employaient le mot et comment Platon transforme un peu le mot. Parce que c'est très éclairant de voir comment, dans le langage courant, on parle. Donc là, le Bouddha, quand il emploie ka, dukkha, ka, d'ordinaire, c'est la grotte, ou c'est le moyeu d'une roue. Puisque quand il y a une grotte, il y a de l'espace, c'est ouvert, c'est vacant. Et quand il y a le moyeu d'une roue, ben ça permet à la roue de tourner. Donc, et quand l'ouverture est mal faite dans la roue, ça grince. Et alors, c'est dukkha. Et c'est beaucoup plus intéressant. C'est pas du... Nous, dans notre truc, il est encore une fois beaucoup trop psychologique. Tout est souffrance. Non. Ça grince parce que l'ouverture est rétrécie. Donc on peut dire, ce que veut dire le Bouddha, c'est que le plus souvent, on est dans une mésouverture. C'est ça, il y a un mauvais centrage, une mésouverture. Et tout le chemin consiste à ouvrir, parce que quand tout est ouvert, au lieu d'être dukkha, ça devient sukha. Alors, dukkha, donc, ouais, ça grince, qu'on a traduit par souffrance, je dis beaucoup trop. Ça grince, on va dire, c'est un mal-être. Ce serait pas mal-être. Et alors, on pourrait dire sukha, ça tourne bien. Et on pourrait dire, c'est parfois traduit par félicité, mais c'est beaucoup trop, c'est juste... Enfin, si on pouvait entendre, on dirait bien-être. Mais aujourd'hui, le bien-être, c'est beaucoup trop étroit. Parce que dans notre culture, bien-être, ça veut dire c'est confortable. Le bien-être, ça veut dire je prends soin de moi et j'essaye d'être tranquille. Alors que là, le bien-être, être bien, c'est vraiment
être pleinement, être spontanément. Donc c'est ça, être soi-même, trouver son secret, c'est être pleinement, être soi, être libéré. C'est quelque chose se libère, parce que quelque chose est réouvert, vous voyez. Alors que dans notre monde, être soi, c'est je vais me définir, me coller, m'enfermer, alors à la double tour, là, je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça. Oui, c'est la catastrophe. Non, c'est le contraire. Être soi, à la fois j'entends quelque chose de la singularité qu'est mon être, et en même temps c'est complètement ouvert, ça me fiche pas, ça me défige. Et c'est ça. Et c'est ça. Et donc, qu'est-ce que c'est méditer très concrètement? Méditer, c'est libérer pas à pas la mésouverture. C'est dissoudre la mésouverture pour réouvrir. Et être là, être pleinement là, être dans l'espace ouvert, être avec ce qui nous habite. Voilà. Voilà ma proposition, mais vous allez avoir la parole, on va avoir un micro, vous pouvez prendre la parole, poser des questions, n'hésitez pas. Mais voilà, disons, un petit parcours pour essayer de comprendre à la fois la singularité, à mon avis, de ce qu'est la spiritualité, du lien à la méditation. Mais vraiment, vous êtes bienvenus de poser des questions, et si vous venez pour la première fois, n'hésitez pas. Vous êtes bienvenus, il n'y a pas de mauvaises questions. Et vous êtes vraiment bienvenus. Il suffit de lever la main. Il y a une question là. Moi, j'ai une question, c'est plus sur le secret et un peu la vision que tu en as. Est-ce que c'est un peu une mission de vie, ce qui nous drive ou c'est... Oui, aujourd'hui, on parle de mission de vie. Mais qu'est-ce que ça veut dire, mission de vie? C'est une vraie question. Pour moi, la mission de vie, c'est juste le fait qu'on vient, comme tu disais, mais quand on vient, on a ce truc qui nous... c'est pour ça que je demande, c'est que pour moi, quand on est... On a un peu ce truc de... On est arrivé là pour quelque chose, on est arrivé avec une mission de vie, et du coup, c'est pour ça que je te demande si pour toi, c'est aussi... Ce qui me gêne, c'est que je ne comprends pas très bien cette notion de mission de vie. Mais qu'est-ce qui me gêne dans mission de vie? Je trouve que c'est un tout petit peu trop comme s'il était écrit d'avance. Et puis mission, j'aime bien, mais vous n'avez plus l'âge, mais c'était pas, il y avait un feuilleton, c'était je vous confie une mission impossible, voilà. Ah, mais bon, moi j'ai un certain âge et j'ai plus regardé la télévision depuis très longtemps. Mais voilà, je trouve que c'est une bonne direction, ça essaie de dire quelque chose, mais ça a un peu l'inconvénient. À la fois, je pense on a quelque chose qui nous regarde, mais ce n'est pas tout à fait une mission écrite. Ça peut se transformer au gré des circonstances. La manière d'être à l'écoute de notre secret, c'est peut-être de faire une chose puis une autre chose. Par exemple, peut-être qu'à un moment, on va vouloir s'occuper des enfants, et puis après, on va devenir avocat. Donc si on a une mission de vie, on a un peu plus de mal à comprendre. Alors que si on a un secret, on comprend qu'il y a quelque chose qui nous interroge et que ça peut prendre plusieurs formes. Donc je trouve que c'est plus ouvert. Donc, et après, le mot mission, il y a un côté... Aujourd'hui, c'est pas du tout... Moi, je suis philosophe. Voilà, je suis passionné par les spirituels, mais je suis philosophe. En tant que philosophe, j'essaie toujours d'écouter et de voir qu'est-ce qui se passe. Alors... Pour la plupart des gens, ce que je dis est complètement incompréhensible. Mais bon, c'est que les philosophes, j'ai bien conscience, on nous prend un peu pour des cinglés. Parce que, par exemple, mission, il y a un côté un tout petit peu instrumental. J'ai ma mission, je dois la remplir, comme on a une mission dans l'entreprise. Et moi, j'entends quand même le délire du capitalisme psychique.
Pour moi, le capitalisme est un état de l'âme, comme dit Kafka. Je crois que c'est tout à fait réel. Et je crois qu'on a un rapport à nous-mêmes capitaliste. Je crois qu'il faut se libérer de ça. Voilà. Mon problème n'est pas de parler ici du capitalisme, mais quand le capitalisme est le regard sur nous-mêmes, ça ne me semble pas juste. Et mission de vie, voilà, ça me semble... Encore une fois, l'idée me semble intéressante, mais là... Donc ça, je dis, évidemment, moi j'insiste sur tous les mots. Moi je dis, il ne faut pas employer le mot gérer, faut pas, parce que gérer c'est un mot du domaine économique. Donc quand vous dites vous voulez gérer vos émotions, ben, personne ne comprend rien à ce que je raconte. Mais je le dis, si vous voulez gérer vos émotions, vous êtes foutu, vous irez toujours mal. Vous n'êtes pas mal parce que vous ne gérez pas bien vos émotions, vous allez mal parce que vous voulez gérer vos émotions. Et donc mission de vie, c'est la meilleure manière de manquer ce qui nous... Parce que c'est crispant au fond. Je ne trouve pas que c'est libérant, ma mission de vie. J'ai peur que ça ne nous aide pas. Mais par contre, que nous sommes habités par quelque chose qui nous habite, qu'on a à lire, qu'on a à écouter, qu'on ne le comprend pas, que ce qu'on a à faire dans cette vie, on ne le comprend pas, mais qu'on a quelque chose, qu'on a un don. Autrefois, on disait, prenons un autre langage, autrefois, les gens disaient, on a tous un don, est-ce qu'on peut le reconnaître et le cultiver? Voilà. Alors, on a un don, on a un désir, et je crois que c'est très important d'être éveillé à ça. Mais ta question est très très importante, parce que le problème, c'est de dire, je veux maintenant, moi, savoir quelle est ma mission de vie, ou quel est mon... Et là, on est perdu, en fait. C'est pour ça que ça ne marche plus, parce que si... Mais alors, qu'est-ce que je dois faire dans cette vie? Je veux le savoir. Donc, je vais aller voir quelqu'un qui va me dire ce que je dois faire. Ça ne peut pas marcher. Et bizarrement, c'est en tâtonnant et en ne sachant pas qu'on va le trouver. Donc, voilà, ça, c'est très, très important. Là, parlons concrètement comment on trouve sa mission de vie, même si on garde le terme. Comment on le trouve? En oubliant la question, moi, je dis toujours, rien n'est pire que de demander à un jeune « qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» et croire que c'est en se regardant lui-même qu'il va déterminer ce qu'il veut être lui-même. Parce que là, ce serait comme s'il était écrit. Mais moi, ce que je fais, quand j'étais jeune, je ne savais même pas que ça existait, donc je ne pouvais pas le savoir, je voulais faire complètement autre chose. Et c'est comme dans mon histoire, c'est quelqu'un qui vous ouvre la porte et qui vous montre qu'il y a quelque chose que vous ne soupçonniez pas que vous pouvez faire. Et je crois que c'est très important d'avoir cette ouverture-là. C'est beaucoup mieux de penser qu'il y a un secret qui nous habite, mais comment on le rencontre, comment il s'éveille, comment il s'éclaire, comment on advient à soi-même. Et après, la vraie question, c'est comment on advient, comment on réalise ce qu'on est. Et là, je crois qu'il n'y a que deux chemins, c'est la méditation et le travail. Alors aujourd'hui, la méditation, c'est pas compris, et le travail a très mauvaise presse. Et c'est vraiment, pour moi, un grand chagrin de voir, en fait, là, voilà, je vous fais une confidence. Depuis une vingtaine d'années, on a démoli le travail, avec une déshumanisation générale, avec ce qui est devenu le délire autour de ce qui est devenu le management. Je dis tout de suite, je ne parle pas des managers. C'est un système général où tout le monde est prisonnier. Donc, cette sorte d'instrumentalisation générale. Donc, on a démoli le travail. Donc là, je parlais à un professeur de médecine qui a quitté l'hôpital. Et il me dit, mais pourquoi vous avez quitté l'hôpital pour travailler dans le privé? Il me dit, c'est pas l'argent. J'étais tout à fait d'accord de gagner beaucoup moins bien ma vie. Mais il y a tellement de couches hiérarchiques structurelles qu'il y a 15 ans, quand j'avais un assistant qui était formidable, je pouvais l'engager. Maintenant, je ne peux plus, je dois passer par un niveau hiérarchique, un nouveau, je ne peux plus le faire. Et il dit, ça devient insupportable. Et donc ça, c'est très très important. On démolit le travail. Donc, ça me
on démolit le travail en faisant que ce qui compte, c'est plus ce que les gens font, qu'on peut reconnaître, mais la mesure technocratique de ce qu'ils font. Je donne toujours cet exemple-là, excusez-moi de répéter toujours la même chose, mais quand dans l'hôpital, on considère que on veut mesurer rationnellement et voir combien d'actes par jour fait un infirmier, et qu'on ne compte pas s'il dit bonjour, comment il parle aux gens, comment il ouvre un lien, la relation, que ça ne compte pas parce que ça ne se mesure pas, est-ce qu'on fait un progrès? Est-ce que c'est rationnel ou est-ce que ce n'est pas un délire complètement irrationnel? En fait, c'est un délire irrationnel. Parce que ça mutile la réalité. Donc là, on saccage le sens du travail. Donc c'est ce qui se passe dans la médecine. Les enseignants, c'est quand même impressionnant. Les enseignants qui n'en peuvent plus et qui disent, pareil, ils disent, j'accepterais d'être absolument sous-payé comme sont sous-payés les professeurs, qui est un scandale incroyable. Mais je démissionne parce que je ne peux plus faire mon travail. Les réformes changent sans arrêt, elles n'ont aucun sens, je suis méprisé par la hiérarchie, je ne suis pas écouté. Donc, le travail a perdu de son sens. Je crois que c'est un problème majeur. Mais ce qui me déchire le cœur, c'est que du coup, les jeunes générations n'ont plus de sens du travail, n'ont plus cette chance que moi j'ai eue. Et donc les gens me disent partout, les jeunes ne veulent plus travailler. En fait, ce n'est pas que les jeunes ne veulent plus travailler, c'est qu'ils voient le monde dans lequel on est, et donc ça n'a plus de sens. Et ça, je pense que c'est très très ennuyeux, parce que je ne vois pas comment on entre en rapport à son secret. Vous voyez pourquoi moi je ne suis pas du tout dans cette méditation éthérée. Il y a un côté mystique très important de la spiritualité, mais il y a un côté très concret. Et je crois vraiment que la méditation, c'est très important. On fait l'expérience, sans raison, indiscutable, que je ne suis pas ce que tout le monde dit que je suis, qu'il y a quelque chose en moi qui est sain, quel que soit mon état d'être, quel que soit ce que les gens pensent. Donc ça, c'est pouf, une sorte de révolution abyssale. Voilà, c'est ça la méditation qu'on transmet de nous. Les gens font cette expérience-là quand ils font un stage. Et puis, il y a le travail. Et le travail, c'est le travail bien fait d'accomplir quelque chose. C'est comme ça que vous vous rencontrez. C'est ça le détour. Vous faites un truc, c'est bien fait, ça marche, et vous êtes... Mais rien ne rend heureux que ça. Enfin, on peut dire tout ce qu'on veut, c'est ça qui rend heureux. Je crois vraiment... et c'est sublime, parce que le travail, c'est la précision, c'est l'attention. Donc c'est vraiment... Donc voilà ce que je peux dire. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Allez, vas-y. Merci. Je voudrais revenir à votre phrase sur l'expérience spirituelle qui n'est pas corrompue par aucune institution. Oui. Qui me parle énormément. Et je voudrais savoir votre expérience autour, justement, comment concilier ce schéma spirituel avec la vie quotidienne, avec nos rapports avec d'autres qui ne sont pas forcément dans cette quête spirituelle, alors qu'il y a, comme vous l'avez dit, ces côtés mystiques et un côté effectivement très concret. Alors, dans quelqu'un qui est engagé dans la vie spirituelle, dans la vie quotidienne, il est ouvert et il est précis. Je dirais, les deux signes que quelqu'un est dans la vie spirituelle, c'est qu'il est ouvert et qu'il est précis. Donc c'est, en fait, ça se passe très bien. Vous n'avez pas besoin de parler de spiritualité avec les gens autour de vous. Ils sentent que ce qui vous anime, c'est cette fidélité à quelque chose d'ouvert, et c'est ne pas avoir peur de la précision, que les gens détestent. Enfin, les gens, pas tout le monde. Mais dès que vous êtes dans la précision, vous êtes déjà dans une forme d'ouverture. Parce que vous êtes obligé de... Quand on est très précis sur quelque chose,
notre esprit s'ouvre. Il y a vraiment, là, c'est la précision qui nous ouvre. Donc, ouverture, précision, c'est pareil. Donc, je dirais que c'est surtout ça qui fait qu'on est quelqu'un qui est spirituel. Et puis là, je vous dis un truc, mais vraiment tout bête. J'ai reçu un mail aujourd'hui de quelqu'un qui est pour moi vraiment quelqu'un qui est très engagé dans un chemin spirituel et qui est pour moi quelqu'un que j'aime beaucoup et que je trouve assez exemplaire. Donc moi, les enseignements que j'ai reçus, entre autres, mais principalement, viennent d'un maître tibétain qui s'appelait Chogyam Trungpa, que je n'ai pas connu, mais ces enseignements que j'ai reçus de ces étudiants m'ont beaucoup inspiré. Et donc je vais inviter dans le réseau une de ses principales étudiantes qui a travaillé à éditer tous les livres de Chogyam Trungpa, qui viendra ici et qui sera là en janvier. C'est un scoop. Et j'ai reçu un mail d'elle qui me parle de sa venue et qui règle quelques questions administratives. Et j'ai lu le mail et j'étais tellement apaisé en le lisant. Pourtant, elle disait rien. Il n'y avait pas de discours spirituel. Elle disait « J'arrive à telle heure, merci de faire ça ». C'était tellement poli, c'était tellement soucieux de moi, des gens qui sont ici, de comment nous répond. Mais de manière... Mais il faudrait que je vous lise son mail. Mais c'est pas... Il n'y a rien. C'est pas obséquieux, c'est pas lyrique, c'est simple. J'étais tellement dans tous mes états que j'ai été voir Benjamin. Je lui ai dit « T'as lu le mail ?» Et je lui ai dit « Ça, c'est l'accomplissement spirituel. » Et il n'y a rien, c'est juste un mail qui est juste poli. Mais je pense que la politesse, ça a beaucoup à voir avec la vraie politesse, ça a beaucoup, pas la politesse bourgeoise, mais la grande politesse, ça a beaucoup à voir avec quelque chose de spirituel. Je crois que c'est ça. Et j'en suis encore ému, parce que je sens que derrière tous les mots, il y a 50 ans de pratique de méditation. Juste dans l'écoute, dans l'attention, dans la disposition, dans la disponibilité, dans le fait d'être simplement au service. Dans son mail, je ne sais pas ce que tu dirais Benjamin, mais c'est juste ça, on sent, elle est transparente, c'est pas moi, elle est juste au service. Mais pas de manière du tout sacrificielle. Parce que par exemple, je lui dis, est-ce que tu es d'accord qu'on organise un dîner ? Mais la manière dont elle dit oui, c'est tellement respectueux, c'est tellement élégant. Et je crois que c'est ça, la spiritualité. Et donc là, je donne ça exemple parce que ça m'est arrivé cet après-midi et que ça m'a... Je lis des mails toute la journée et un mail comme ça, j'en lis pas. Ça m'a... Il n'y a aucune agression, par exemple. Ça, c'est tout à fait signe aussi. Donc ça m'a beaucoup inspiré. Et après, j'ai rencontré dans ma vie beaucoup d'autres figures spirituelles, des gens très, très impressionnants. Elle, c'est une femme tout à fait ordinaire. Tout à fait ordinaire. Elle serait furieuse, furieuse. Elle rougirait que je parle d'elle comme ça, parce que elle est d'une humilité, elle est juste une femme tout à fait ordinaire qui pratique. Mais c'est cette transparence du cœur aussi, on pourrait dire ça autrement. Et j'ai vu d'autres gens très impressionnants. Mais je dirais, au fond, c'est ça. C'est une certaine disponibilité. Par exemple, j'ai passé un peu de temps avec le Dalai Lama. Ce que tout le monde raconte, que j'ai vu. Le Dalai Lama, la chose première, c'est qu'il mettait les gens autour de lui à l'aise. Mais alors tout le monde, c'est-à-dire le portier. Donc moi, je l'ai accompagné à la télévision une fois, et j'étais dans un hôtel une autre fois. Mais alors le caméraman, je ne sais pas comment il faisait, c'est une chose qui m'a complètement impressionné. Le caméraman, le type qui pose le micro, vous connaissez sans doute pas, parce que vous n'allez pas de temps en temps à la télévision. Les gens qui mettent le micro à la télévision, ils en ont absolument rien à foutre de vous. Mais la plupart du temps, ils pensent à autre chose, ils ont autre chose à faire, ils font leur travail. Je ne sais pas comment il l'a fait, je l'ai vu. Il a créé un lien absolument réel avec ce monsieur, en 3 phrases. C'est un peu comme dans le mail. Donc je crois que quelqu'un qui entre dans le secret, qui entre dans cette vacance et dans cette ouverture, alors, soit c'est très simple comme dans le mail, soit vous êtes comme le Dalai Lama et vous réussissez, même à celui qui pose le micro à la télévision, de créer une relation avec. Moi, pour l'instant, je dois avouer, j'ai jamais réussi.
Je fais des blagues, je souris, je dis merci, j'ai pas réussi, lui il a réussi. C'est très impressionnant, mais parce que voilà, ça demande beaucoup d'ouverture. Et je crois que c'est ça la vraie spiritualité. Donc, aucune importance que les gens soient au courant ou pas, mais quelque chose est libéré, déployé, ouvert, heureux. On va prendre 2 questions et puis peut-être vous... Vous pouvez juste donner votre prénom. Je m'appelle Léo. C'est un commentaire que j'ai. On emploie souvent le mot conscience. Ça dépend comment il est employé. C'est nous sommes la conscience et c'est incompréhensible. C'est-à-dire ce mot en tout cas et j'essaie de comprendre forcément. Quelqu'un vous a payé ici pour poser cette question, non? Vous êtes au courant, non? Non, c'est une vraie question. Est-ce que quelqu'un vous a payé, comme c'est le premier soir? Et c'est un mot qui revient souvent dans lorsqu'on on fait Oui, de la méditation. c'est clair. Alors, maintenant, je dis ça parce que... Spiritualité, ce sont 2 mots qui ressortent très souvent. En fait, c'est des mots que j'apprécie pas à force. Vous, c'est la première fois que vous venez? Oui. Vous avez déjà lu, Oui, donc vous savez déjà un peu ce que je pense. Après, je le partage ici. Mais est-ce que vous savez ce que je pense sur ça? Oui. Ah, je me disais quand même. Moi, je pense que le mot conscience ne veut absolument rien dire. Et donc, vous avez raison. Je pense que c'est... Même pas une définition pas précise. Mais la définition de conscience, c'est très clair. Il n'y a pas de conscience. Il n'y a que la conscience, elle est toujours conscience de quelque chose. La conscience, elle n'existe pas. J'ai conscience, là, que tu me parles. Donc la conscience, elle est toujours ouverture à quelque chose. La réification de la conscience, dire la conscience, mais personne n'a jamais pu définir ce qu'est la conscience. Ça n'a pas de sens. J'ai conscience de quelque chose, que disait déjà, depuis plus d'un siècle, Husserl. Donc la conscience, alors maintenant il parle d'état de conscience, mais ça ne veut rien dire. La conscience ne peut pas être un état. Et c'est comme je ne suis pas je. C'est encore une autre question. Oui. Non, la conscience est un vrai problème, parce que ça ne veut rien dire, donc appeler la méditation de pleine conscience, mais on dit, mais les gens, pourquoi ils n'écoutent pas un peu la langue? C'est très important d'écouter la langue. Tous les gens, enfin moi je peux dire, voilà, tous les gens qui sont un peu sérieux, voilà, disent que le plus important c'est de faire attention à la langue, que ça compte énormément, que la barbarie vient toujours parce qu'on ne fait pas attention à la langue, qu'on opprime les gens parce qu'on ne fait pas attention à la langue, que la langue c'est pas du tout un truc qu'on peut manier comme ça, que si j'appelle un noir un nègre, à un moment, il y a quelque chose qui m'empêche de voir complètement ce qu'il est. Quand quelqu'un qui est à la rue, j'appelle que c'est un SDF, il y a quelque chose que je m'empêche de voir. Donc les mots créent la barbarie. Et donc le mot conscience, ça veut rien dire. Et pleine conscience, ça veut rien dire, et c'est l'enfer. Parce que être en pleine conscience... Je ne l'ai pas dit, je me dis, bon, allez, j'arrête. Donc, je vois que je dis à quelqu'un l'a payé parce que c'était la page suivante. Mais je dis, bon, j'arrête. Mais ce que j'ai arrêté, c'est de mettre l'ouvert et se rencontrer. Ça peut être que sans conscience. Parce que si j'ai conscience de moi-même, mais c'est un redoublement. Se rencontrer soi-même, c'est une surprise. C'est un étonnement. Ah! Vous parlez, vous avez un ami qui ne va pas bien, vous parlez, vous ne comprenez pas d'où les mots sortent et qu'ils sont justes. Donc, on est... Le rapport authentique à soi-même, on est toujours étonné de soi. On n'est pas dans la conscience de soi-même, on est étonné de soi. Tout le monde va être dans la conscience. Mais en plus, c'est complètement là, la conscience. Non, il faut sortir de soi, il faut être ouvert. Donc, je dirais, oui, c'est un extraordinaire... c'est un des pires problèmes aujourd'hui pour comprendre la spiritualité, cette histoire de conscience. Je suis dans la conscience. Et en plus, tu as tout à fait raison. Tu as dit quelque chose de très vraiment. Personne ne comprend.
Parce que moi, de temps en temps, les gens disent, je suis dans la conscience et tout ça. Je dis, mais qu'est-ce que vous voulez dire? Ils n'ont aucun répondant. Ça ne veut rien dire. Ça ne tient pas. Donc, ils sont obligés de... voilà. C'est très embêtant quand on emploie des mots qui ne veulent rien dire. Parce que du coup, on fait semblant d'avoir compris et on n'a pas compris. C'est comme je vous ai fait aujourd'hui. Je vous ai montré, tout est souffrance, ça ne veut rien dire. Qu'est-ce que dit Dukkha? Et quand on est précis, là, c'est parlant. On voit le phénomène. On voit ce que... Ça montre quelque chose comme une expérience. Si on ne voit pas, c'est très embêtant. Et donc, ça a tout à fait raison. C'est très embêtant. Donc, méditer, Merci. pas en pleine conscience. Et c'est pas une question de... C'est une question d'expérience. Je suis content, c'est pas moi qui ai le micro, je vais fâcher personne. Je prends le micro alors. Ah, attendez. Vas-y. Une question oui, sur. Tu peux dire ton prénom? Oui, Nicolas. Une question sur le secret, qui me semble effectivement. J'ai bien aimé ton éclairage sur ce secret. J'ai un peu le sentiment que c'est un petit peu réducteur. Est-ce qu'il n'y aurait pas plutôt plusieurs secrets? Parce que dans mon cheminement, dans la vie, on s'ouvre et on découvre un premier secret, puis on chemine, et puis on peut être foudroyé une deuxième fois par un deuxième secret. Et j'ai un peu l'impression qu'il y a une certaine dynamique et que le secret, il n'est pas juste... Ça me paraît un peu réducteur et que ça m'intéresse de toujours aller plus loin et de découvrir mon secret petit à petit. Ben, ce qu'il faut comprendre dans la phrase de Mallarmé qui est très simple, c'est que le secret, ce n'est pas quelque chose de déterminable. Le secret, c'est quelque chose que j'interroge tout le temps. Donc je dirais pas un, deux... En fait, il n'y a même pas 1, 2, 3, 4 secrets. C'est le secret, chaque fois que je le regarde, il est autre. Il se révèle autre toute notre vie. Il est à la fois le même et à la fois tout le temps autre. Mais je dirais, il est tout le temps le même et tout le temps autre. Tout le temps le même, c'est quelque chose qui nous regarde, qui nous questionne. Ce secret vient de dire, là, tu déconnes. Là, tu es à côté de toi. Là, c'est pas juste. Là, c'est juste. Là, on comprend pas, mais là, vas-y. Donc, on peut dire, il y a un secret. Mais à l'instant où, chaque fois que je le regarde, il est autre. Et à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans, à 25 ans, chaque année, chaque moment. J'allais dire tout le temps dans notre vie, il change. Et puis en plus, avec les âges de la vie, le rapport au secret se transforme très radicalement. Mais je dirais même chaque jour. Là, je regarde le secret en vous parlant, j'essaie de vous parler à partir de ça. Et je le regarde comme je ne l'ai jamais regardé. Et puis tout à l'heure, je ferai autre chose. Et je serai encore j'essaierai d'être en rapport à ce secret pour essayer d'être juste. Donc je dirais, ce secret, il se métamorphose tout le temps. Il est insaisissable. À l'instant où je dis, c'est pas un secret que je peux dévoiler, c'est un secret que je peux habiter. Donc c'est ça le point central que tu présentes très justement. Oui, tout à fait. Merci. Bonjour, Lee, c'est mon prénom. Alors c'est plutôt un témoignage et puis je voulais savoir ce que vous en pensiez. Alors quand on pense en fait s'approcher de ce qui nous anime, je trouve que c'est parfois angoissant parce que quand j'ai l'impression qu'il faut s'abandonner et c'est-à-dire qu'il faut un peu abandonner en fait tout ce que nos parents, notre société ont voulu en fait qu'on soit. Oui, voilà. c'est vrai. Du coup, parfois, on se sent très seul parce que parfois on se dit mince, on va pas plus faire quelque chose. Par exemple, moi j'ai eu un burn-out aussi. Et du coup, on se dit mince, on s'accroche à cette profession, mais en fait, c'est pas forcément ça qui. Voilà, on sent qu'il y a autre chose. Du coup, j'ai l'impression que j'ai approché, mais ça fait peur parce que du coup. On est comme dans une barque et j'ai l'impression qu'on est poussé on est dans une barque et la rivière nous pousse vers ce chemin parce que quelque part si on même si voilà on est angoissé parce que c'est la question financière qui nous rattrape, c'est les parents, c'est les amis qui disent bah oui mais tu vas pas réussir. Tu vas pas, c'est un peu dangereux de faire ça. Donc en fait, on est quand même, voilà. Alors moi quelque part, je suis animée, donc
je reste dans la confiance, en fait, dans la vie pour continuer, en fait. Mais c'est vrai que c'est pas évident, parce que, surtout pour la question financière. Tu dis deux choses très importantes. La première chose que tu me dis qui me semble très frappant, c'est très très vrai, la vie nous pousse malgré nous. Et beaucoup de gens disent ça. J'ai fait un burn-out. La dame hier qui me parlait, elle me dit, c'est étrange de dire ça, mais c'était une chance. Je souffre horriblement, mais c'est une chance. Donc, de temps en temps, on sent que la vie nous pousse à écouter ce secret, être en rapport à nous-mêmes, qu'on s'entête, qu'on ferme la porte, mais qu'elle nous pousse quand même. Il ne faut pas trop fermer la porte quand même. Et ça, t'as raison, je ne l'ai pas du tout mentionné, et c'est très impressionnant. Et ça, c'est très profondément une parole très profondément spirituelle. C'est-à-dire, est-ce qu'on ne peut pas arrêter de vouloir contrôler les choses, le contrôle qui nous semble, dans la logique psychologique habituelle, la meilleure chose? Est-ce que c'est pas la pire erreur? Et est-ce que la spiritualité n'est pas, contrairement à ce que les gens pensent, extrêmement concret? Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point de ta question, c'est le risque de la solitude. Et ça, je crois que c'est vrai, qu'à un moment, il faut en passer par être en paix avec la solitude pour advenir à soi-même. Parce que la solitude, c'est-à-dire, à un moment, il faut être seul avec soi-même. Il faut accepter que on ne va pas plaire aux gens, que les gens ne vont pas nous comprendre et qu'il faut y aller. Parce que sinon, voilà, on ne peut rien faire sinon. Parce qu'on fait plaisir aux gens, mais en fait, ça ne marche pas en fait. Donc je dirais, il y a ça. Après, moi, je pense que dans notre monde, mais voilà, ça c'est ma conviction, tout seul, c'est presque impossible de tenir. Le monde est trop dur. Donc c'est pour ça que j'ai fait réseau, pour que les gens soient ensemble, qu'il y ait une sorte de communauté, que les gens partagent des événements, et qu'on sent qu'il y a d'autres êtres humains qui sont animés de ce même désir, ça donne confiance et ça change quelque chose. Puisque, comme j'ai raconté dans l'histoire, je ne crois que dans les rencontres et que dans l'altérité. Et je crois que l'expérience que les gens font, par exemple, quand ils viennent faire un stage dans l'école, dans le réseau, en faisant un stage, c'est pas seulement qu'ils rentrent dans la méditation et qu'ils se rendent compte, mais ils voient d'autres gens qui participent de ce que j'appelle parfois la conspiration de la bienveillance, la conspiration pour la vie. Je crois que tous les gens, vous tous, hein, même si vous n'êtes pas dans le réseau, en venant ici, vous participez de cette conspiration qui ne veut pas céder au nihilisme. Je crois que c'est très important. C'est ça qui fait qu'on a la force d'essayer de dessiner un chemin. Merci beaucoup. On va prendre juste deux dernières questions. Madame derrière. Bonsoir. La question qui m'est venue, c'est est-ce que ce secret, ce trésor qui est en nous, est-ce que c'est quelque chose de personnel, d'individuel, ou est-ce que c'est quelque chose qui est partagé par tout le monde et que nous avons en commun tous? Ah non, je pense qu'il y a quelque chose de très individuel. Il y a quelque chose qui nous regarde chacun d'entre nous. Je crois que c'est ça le discernement, de découvrir à quoi nous sommes appelés, nous. Et on voit bien, alors évidemment, quand on pense, par exemple, change complètement d'ordre, mais quand on pense aux évangiles et au Christ, on voit bien que le Christ parle aux gens directement, à chacun, dans sa vérité, à lui ou à elle. Je pense que là, il y a quelque chose de très radical. Et c'est ça qui est même, dingue. Il parle aux gens comme... Il y a quasiment un côté schlack, comme un éclair qui perce les gens, en leur montrant eux, ce qu'ils sont eux, ce qui les appelle eux. Et je crois que ça, le christianisme est vraiment très fort là-dessus. Ils ont beaucoup pensé ça. Quand il y avait des directeurs de conscience, voilà, dans le grand sens, leur travail, c'était de discerner le secret de la personne.
qui la regarde qu'elle. C'est pour ça que je pense que Mallarmé a raison. Nous avons chacun un secret et personne d'autre que nous ne peut le faire dans toute cette vie. Chacun d'entre nous, c'est ça le sens de la phrase. Tout homme a un secret en lui. Beaucoup d'hommes meurent sans l'avoir trouvé et ne le trouveront pas parce que mort, il n'existera plus, ni eux. Ce qui veut dire là, c'est que votre secret, si vous ne le travaillez pas, l'habitez pas, il n'y a personne d'autre qui pourra le faire. Il y a un Mozart, il n'y en aura pas deux. Donc si Mozart ne fait pas Mozart, eh ben, il n'y aura pas de Mozart. Et donc, et ça change tout. Vous imaginez la responsabilité qu'on a. Et donc, répondre à son secret, c'est aider le monde tout entier. C'est ça que je disais, c'est le contraire de l'égocentrisme. C'est clair ou... Non, je me demandais simplement s'il ne s'agissait pas de quelque chose d'universel. Enfin, on sait tous qu'il y a quelque chose, une petite flamme en nous, il y a quelque chose qui nous maintient, Mais cette qui flamme... nous fait vibrer. Oui. Et est-ce que c'est pas de ça qu'on parle? Non. Non. Non, parce que si je disais oui, on parle de cette flamme, ça serait trop confortable. D'accord, on a tous une flamme en nous. Ça va pas nous, c'est confortable, mais ça ne va pas nous aider dans notre vie. Mais si vous dites cette flamme, elle vous regarde, elle vous dit quelque chose. Oui, vous avez raison. On pourrait dire, à la rigueur, que le secret est tout à fait singulier pour chacun d'entre nous, mais au fond de ce secret, il y a un accomplissement d'amour qui est propre à chacun d'entre nous. On pourrait dire ça. Mais il ne faut pas trop aller là-dedans, parce que le plus intéressant, c'est cette exigence que ce secret a pour nous, qui nous engage, et qui est la dimension éthique, la dimension d'accomplissement. Mais bien sûr qu'au fond, on peut se comprendre parce que ce désir est un désir, un secret pour l'accomplissement, pour l'amour, pour le bien. Et c'est ça pourquoi les gens le refusent et le rejettent. Donc oui, de ce point de vue-là, tu as raison. Mais alors il faut garder les deux bien ensemble. Parce qu'il y a beaucoup de discours qui parlent de ça. On a tous une flamme d'amour en nous, et puis alors après on est reparti dans les sucreries. Voilà. Mais si on l'entend et qu'on permet de comprendre que ce secret, et là c'est là où ta remarque est très très importante, alors si on comprend que le secret, plus je l'écoute, plus je suis en lien avec les autres, parce que ce secret au fond est entièrement une forme de bonté originaire ou de source qui se déploie, alors je comprends pourquoi chaque être humain qui manifeste son secret, c'est enthousiasmant. Moi, ma vie, moi, dans ma vie, ce qui m'enthousiasme le plus, c'est quand je vois quelqu'un qui est à l'écoute de son propre secret. Ça me met dans un état de jubilation et d'extase totale. Pour tout. C'est-à-dire, la gardienne de mon immeuble qui fait ça, un cuisinier, évidemment, et un médecin, enfin, tout le monde. Il n'y a pas un métier, il n'y a pas une activité où on ne peut pas, d'un seul coup, déployer quelque chose. Et je crois que ça, c'est la chose qui est le plus mal comprise de notre monde. Et c'est très mal compris, puisque les gens ne cessent de penser qu'on va trouver une solution générale au problème de l'humanité. Il n'y en aura jamais de solution générale au problème de l'humanité. Donc il vaut mieux écouter notre secret tout de suite. C'est la seule chose qu'on peut faire pour aider le monde. Bon, bah, c'est pas mal pour ce soir. Il y avait d'autres questions, mais je pense qu'il fait chaud, vous avez tous faim. Je peux que... Tu veux dire quelque chose, Benjamin ? Ouais, on va donner le micro à Benjamin, il va dire quelque chose parce que il ne dort plus. Il travaille jour et nuit. Parce qu'il y a quelque chose qui se prépare. Merci Fabrice. Oui, effectivement, on est très, très occupés, moi mais d'autres, notamment Pierre qui est là-bas, à travailler sur le programme de réseau pour 2025-2026, qu'on sera très heureux de présenter aux membres de réseau avec Mathieu mardi prochain. Alors voilà, il y a plein de surprises, il y a plein de choses, des stages, des week-ends, des soirées de la poésie, de la philosophie, de la méditation, des enseignements bouddhistes. De la musique. De la musique. Un grand concert le 2 novembre. Voilà, et tout ça pourquoi ? Pour explorer tous ensemble ce dont a parlé Fabrice et
notamment comment faire pour que le monde soit un peu plus humain. Donc pour faire que le monde soit un peu plus humain, il y a besoin de déployer beaucoup de choses, et c'est ce qu'on essaye de faire dans le réseau. Pour ce soir, si vous voulez en savoir plus, on sera très heureux de vous en parler. Il y a plein de bénévoles de l'association dans la salle. Certains portent une petite écharpe, voilà, qu'Isabelle vous montre, corail, comme ça vous pouvez les reconnaître et aller les voir. Vous êtes les bienvenus de revenir à la maison quand vous voulez. Fabrice vient enseigner comme ça de manière publique une fois par mois. Et puis on organise aussi des ateliers découvertes. Il y en aura qui auront lieu prochainement en septembre, et les dates sont déjà sur le site. Voilà, on est très heureux de vous avoir accueillis. Il y a un petit verre qui est organisé dans la salle du bas. Là, il y a un petit escalier, vous verrez, et vous pourrez y aller. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une librairie ce soir. Oui. Si, il y a une librairie formidable. Donc il y a même une librairie où vous pourrez trouver les livres de Fabrice. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Et puis, si jamais certains d'entre vous veulent faire le saut et faire un stage de méditation, vous pouvez voir Mathieu, qui est le roi des stages, et qui vous expliquera comment en faire, parce que il y a un stage le mois prochain, si vous avez envie de... Il y a 2 stages le mois prochain, si vous avez envie de sauter dans l'expérience de la méditation. Là, comme on l'a dit tout à l'heure, près de Clermont-Ferrand, pour un des 2. Ben, merci beaucoup.